Bienvenue sur cet élément de l'Université populaire. Ce soir, nous parlerons sur l'impact de la richesse en ressources naturelles sur la politique interne de la République démocratique du Congo. Ensemble avec vous, nous essaierons de comprendre quelle corrélation y a-t-il entre la richesse, l'abondance de ressources naturelles que nous possédons avec la manière dont notre politique est structurée, dont notre politique interne s'articule. Nous parlerons ici de la corruption, nous parlerons de la faiblesse des institutions, nous parlerons d'une tendance à fortement centraliser le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir public. Bref, nous parlerons ici des effets liés à une politique qui ne marche pas parce que à cause de ressources naturelles. Les ressources naturelles, c'est une chance pour nous de nous développer très rapidement, mais aussi, attention, ça vient avec un si. Ça vient avec un si parce qu'il y a des prérequis. Ensemble avec vous aujourd'hui, nous essaierons de voir ces prérequis et comment faire en sorte que notre pays puisse s'équiper des institutions et d'une politique interne capable de porter le développement du pays en se basant sur les ressources naturelles. Restez jusqu'à la fin, suivez et vous comprendrez avec nous qu'est-ce qui ne va pas, que devons-nous faire pour qu'enfin le Congo puisse décoller de ses ressources naturelles. Merci et bienvenue sur cet élément. Dans un pays riche comme la République démocratique du Congo en ressources naturelles, cette richesse parfois vient avec des effets pervers quand on n'y prend pas garde, quand on ne prend pas les précautions nécessaires pour que cette richesse puisse profiter au développement du pays. Nous parlerons ici sur cet élément qui est la continuité de l'élément de la fois passée que vous avez suivi sur la possibilité de développer la République démocratique du Congo en se basant sur ses ressources naturelles. Nous parlerons ici de comment les ressources naturelles peuvent impacter la politique économique interne d'un pays. Comme nous parlons de la République démocratique du Congo, nous nous concentrerons sur ce pays qui est notre pays. Donc ici, il faudrait comprendre que les ressources naturelles peuvent impacter la politique sous trois dimensions. Nous parlons ici de la dimension interne, donc la politique qui concerne comment les institutions politiques d'un pays sont organisées, comment on exerce le pouvoir public. Nous parlerons des politiques de développement, de politiques économiques, de politiques sociales. Ça, c'est la première dimension. Mais aussi, il faudrait savoir que les ressources naturelles peuvent impacter la politique d'un pays sous une deuxième dimension. Ça serait une dimension internationale. Mais faute de temps, aujourd'hui, nous parlerons que de la dimension interne. Nous essaierons de comprendre comment l'abondance de ressources naturelles impacte la politique économique de la RDC. Donc, pour question de temps, nous allons nous focaliser que sur la politique interne. Donc, il faudrait savoir ici que les richesses en ressources naturelles peuvent impacter une politique, la politique interne d'un pays, comme nous le disions, sous plusieurs angles, sous plusieurs manières. Premièrement, parmi les symptômes, les signes qui montrent que les ressources naturelles, l'abondance de ressources naturelles sont en train de impacter négativement la politique économique ou la politique tout court interne d'un pays, nous essayerons d'élucider, de citer quelques symptômes ici. Nous parlerons, le premier de symptômes, ça serait une forte centralisation du pouvoir. Pourquoi? Pourquoi une forte centralisation du pouvoir? Vous savez, c'est lui qui possède le pouvoir, c'est celui qui contrôle les richesses. Et comme le pays possède une vaste abondance de matières premières, de ressources naturelles, les autorités politiques ont tendance à fortement centraliser le pouvoir. Et la RDC nous donne cet exemple. Nous savons comment, bien qu'il y a
disposition de la loi fondamentale, notre constitution a prévu une décentralisation. Nous sommes passés de 11 provinces à 26 provinces, mais l'applicabilité de cette loi reste difficile. Les provinces souffrent encore de récession. Les 40% prévus par notre constitution ne retournent pas toujours en temps et en heure aux provinces. Et même les provinces riches en ressources naturelles. Nous citerons le Lualaba, nous citerons le Katanga. Et d'ailleurs ici, il faudrait noter que les ressources naturelles, ce sont des ressources qui appartiennent à l'État congolais. Toute la République, ça n'appartient pas au Katanga ni au Lualaba. Et si on en trouvait demain au Congo central ou dans une autre province, à l'Équateur, ça n'appartiendrait pas qu'aux gens de cette province. Ça sont des ressources, ce sont des richesses nationales. Ça, c'est un point et nous essaierons de développer un peu plus tard. Donc, nous avons dit ici, le premier des symptômes, c'est la tendance à fortement centraliser le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui contrôle le pouvoir, contrôle les richesses. Nous comprendrons pourquoi on veut contrôler les richesses un peu plus tard. Donc, le deuxième symptôme que nous citerons ici, c'est une politique de distribution. C'est une politique de patronage. Et ça, depuis que notre pays est indépendant, c'est tout ce que nous avons connu. Quand on inaugure un pont, c'est le don du président de la République, le don du gouverneur, le don de messieurs les députés. Alors, quand on va suivre un peu plus loin, on se rend compte que ces dons n'ont rien de don parce que on utilise les finances publiques, les deniers publics, les ressources publiques. C'est l'argent de la République, l'argent du peuple. Ne peut pas faire un don au peuple. Quand on est élu, quand on est président, premier ministre, ministre ou gouverneur, le job description, votre métier, c'est de faire en sorte que vous puissiez impacter sur le bien-être, le développement de la population, non pas avec vos moyens, mais avec les moyens mis à votre disposition. Ce sont les moyens publics. Donc, il n'est pas question de dons ici, mais il n'est pas question de sous la houlette d'eux, il n'est pas question de sous le patronage d'eux. Mais malheureusement, les pays très riches en ressources naturelles, tels que la RDC, nous tombons souvent dans ce piège de la richesse des ressources naturelles. Pourquoi? Pourquoi on veut que ça soit sous le patronage du président? Pourquoi on veut le présenter comme un don du président? Parce qu'on veut quelque chose en échange. Le politique. On veut que le président puisse obtenir un gain politique. On veut qu'on oublie qu'il tend à s'éterniser, il tend à bafouer quelques lois fondamentales. On veut le faire passer pour le Père Noël, le faire aimer de plus, mais il utilise cela, il le fait en utilisant le levier de ressources naturelles. Ce sont les richesses du pays qui sont utilisées pour la promotion d'un individu ou d'un groupe d'individus. Nous l'avons vécu avec le MPR, c'était un groupe d'individus, un système pyramidal avec le maréchal Mobutu au-dessus. Et depuis, il y a une tendance à la baisse de cette politique de patronage, mais nous ne sommes pas encore complètement sortis de là. Avec le régime Kabila le père, le système avait persisté. Avec le régime de Joseph Kabila, le système avait encore perduré, bien qu'un peu minoré. Et avec l'actuel régime du président euh, Félix Tshisekedi, le système tend à perdurer. Ce système, deux fois, perdure avec la bénédiction ou sans la bénédiction du président de la République. Nous sommes habitués. C'est comme ça que nous exerçons la politique. On veut mettre un panneau, on veut afficher l'image, le nom du président pour lui plaire, peut-être pour garder son poste quand on est gouverneur, quand on est ministre. Ce sont les effets pervers de la richesse abondante en ressources naturelles. Donc, nous avons parlé de la politique du patronage. Attendez, je vous donne un exemple. Illustrer ceci de manière plus claire pour que nous puissions tous comprendre. Euh, le pays voisin de chez nous, la République du Congo, la République populaire du Congo, Congo-Brazzaville, comme nous l'appelons communément, nous savons que c'est un des pays bénis comme la RDC en ressources naturelles. Et chez eux, les ressources naturelles ont pris la forme de réserves en pétrole. Ils possèdent quand même une bonne quantité de pétrole chez eux. Eh bien, tenez en 2005 le pouvoir central, sous la présidence
du président, sous l'impulsion, comme on dit, sous le patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, en 2005, la République de Congo-Brazza se décide à mettre en place un système unique de vente de pétrole. C'est-à-dire, ils ne vendaient le pétrole qu'aux compagnies préalablement désignées par l'État congolais. Peut-être une bonne idée, soutenable, on peut applaudir. Mais dans l'application, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis en place un système de clientélisme et de corruption. Ce sont les cadres politiques, l'élite politique autour du président Sassou Nguesso qui sont allés vite créer de compagnies et ils se sont désignés comme acheteurs du pétrole de Congo-Brazzaville. Ils achetaient le pétrole de Congo-Brazzaville à un prix très bas, à un prix en dessous du prix sur le marché international. Et aussitôt, le lendemain, ils revendaient ces pétroles au prix du marché. Et le surplus n'allait pas dans les caisses de l'État, le surplus allait dans les poches des individus, d'une élite corrompue. Ce sont là les effets, parmi les effets pervers quand on y prend garde de ressources naturelles en abondance dans un pays. Et la République démocratique du Congo, dans l'histoire et même actuellement, ne fait pas exception de ce que nous déplorons ici. Et donc, il sied à ce que nous puissions tous ouvrir l'œil, faire attention et faire en sorte que les mauvaises habitudes puissent quitter la manière dont la gouvernance s'est faite dans notre pays. Donc nous disions ici, premièrement, une forte décentralisation et deuxièmement, une politique de patronage ou une politique de distribution. Et en troisième lieu, nous parlerons ici d'une tendance assez généralisée dans les pays très riches en ressources naturelles. Qu'est-ce que nous remarquons? Il y a une tendance à vraiment freiner l'effort, les efforts et les élans de démocratisation. Nous pouvons ici citer en exemple les pays du Golfe. Ce sont les pays les plus riches en pétrole. Et s'il faut suivre la courbe de richesse nationale, comment le pétrole arrive à profiter à cette nation et comment parallèlement la démocratie tend à avancer, il y a un décalage. On voit que la démocratie peine à suivre la courbe de la richesse. Les pays fortement bénis en ressources naturelles ont tendance à vraiment faire l'économie des efforts dans la démocratisation. Comme nous parlons de la République démocratique du Congo, nous n'en sommes pas restés de moindre. Nous sommes passés depuis les débuts des années 90 dans nos luttes pour la démocratisation qui peinent encore à porter leurs fruits. C'est seulement plus de 20 ans après, en 2018, que nous avons connu une première alternance politique pacifique entre le président Joseph Kabila et le président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, vous pouvez comprendre comment les ressources naturelles, l'abondance des ressources naturelles pose problème quelquefois quand on y prend garde. Et en quatrième lieu, nous parlerons ici d'un phénomène que nous pouvons qualifier c'est ce que les Américains appellent le pantouflage. Mais c'est un pantouflage pervers, c'est pas un pantouflage à l'américaine. Le pantouflage, c'est quand quelqu'un quitte le secteur public pour aller travailler dans le secteur privé. Par exemple, le président Donald Trump, qui était président des États-Unis, après avoir servi à la fin de son premier mandat, et le jour d'après, on le voit PDG de Microsoft. C'est ça le pantouflage. Microsoft ne le prendrait pas seulement parce que c'est un bon bosseur et tout ça. Microsoft irait chercher un tel monsieur pour profiter de son carnet d'adresses. Ça, c'est le bon pantouflage. Et d'ailleurs, nous l'encourageons dans les jeunes démocraties africaines. Mais ici, nous parlons d'une tendance qui tend à rendre floues les frontières entre les secteurs privés et les secteurs publics. Ça veut dire un ministre, pendant qu'il est ministre, le Premier ministre, le ministre de l'économie ou le président de la République, les généraux, surtout chez nous en RDC, nous parlerons de hauts gradés, des officiers de l'armée et ainsi que l'élite politique. Ils ont tendance à flouer la frontière entre les secteurs privés et les secteurs publics. Et cela occasionne
plusieurs cas de conflit d'intérêts. Donc, le marché public devient une sphère de partage de, davantage. Donc, ils créent les entreprises au nom de leurs épouses, au nom de leurs neveux, ils s'accaparent, ils se distribuent, ils se partagent les contrats publics. Et souvent, ce sont des contrats publics dont le montant sont fortement exagérés. C'est pour se faire de l'argent, tout simplement. On oublie, quand on confond quand on exerce les activités privées et quand on exerce les activités publiques. Les acteurs politiques interviennent régulièrement dans l'administration, la douane, l'armée, les secteurs de ressources naturelles à des fins privées. Et ça, nous le savons en RDC. Quand on va dans les zones minières, on ne s'aventure pas, on trouve un Chinois qui vous dit je vais appeler le général, je vais appeler le ministre, le gouverneur. C'est quand ceux qui exercent le pouvoir public ne savent plus où se limite la nature de leur action, intervention publique et intervention privée. C'est parmi les effets pervers de ressources naturelles dans un pays quand on y prend garde. Comme un exemple, en citant un autre exemple, on estime que 60 à 80% de ressources douanières en République démocratique du Congo n'ont pas été prises en charge dans l'élaboration non, du budget. Ça veut dire, chaque année, les ressources douanières, les recettes douanières échappent à hauteur de 60 à 80% dans l'élaboration de notre budget. Ou tout simplement, des caisses de l'État. Ils s'évaporent. On ne sait pas quel chemin ils prennent. Eh bien, vous savez comment ça se passe. Il y a un conteneur de Libanais au port de Boma ou de Matadi. Au lieu de suivre la procédure normale de dédouanement, non, on donne un 200 000 dollars à un général, à un ministre ou à un gouverneur et les caisses de l'État perdent l'occasion de se faire renflouer et c'est le privé qui en obtient un gain de cause. Ce sont là les effets pervers de l'abondance de ressources naturelles dans un pays. Et cela nous permet de parler du cinquième symptôme. Ici, nous parlons de la compromission de la dynamique de responsabilité des institutions. Qu'est-ce que cela veut dire? Citons un exemple ici, parlons de la politique fiscale. Nous savons qu'en RDC, comme nous parlions de douane, les douanes font partie des recettes parafiscales, mais cet exemple peut s'extendre même dans le domaine fiscal. Le pays perd énormément en recettes fiscales. Ça veut dire le droit que les compagnies minières doivent rétrocéder au gouvernement congolais en termes de rente, en termes d'impôts sur les bénéfices. Il suffit qu'un inspecteur de finances puisse passer, au lieu de récupérer 2 milliards de dollars de l'État congolais, ben, il mettrait 1 million de dollars ou voire même moins, 200 000 dollars dans sa poche. Sous sa casquette d'acteur public, il empocherait de bénéfices privés au détriment de l'économie nationale. Ça, ce sont des cas connus malheureusement de tous en RDC et nous le déplorons. Et ça nous permet de parler sur le point 6. Ici, nous parlerons des institutions de manière globale, les institutions publiques, les institutions politiques qui deviennent des outils de promotion de dirigeants à travers le mécénat. Ça se relie avec ce que nous avons parlé en premier lieu, du premier symptôme, non, le deuxième symptôme de patronage, plutôt que d'être des outils de délivrance de services publics. Donc, prenons un exemple ici. À la Deuxième République, nous avons connu, au début de la Deuxième République, une des plus fortes armées de l'Afrique centrale, le FAZ, Force armée zaïroise. Mais vers la fin du régime Mobutu, cette armée s'était transformée. L'armée, c'est une des plus grandes institutions publiques d'un État qui a pour mission de protéger l'intégrité territoriale, de nous assurer la sécurité. Vers la fin du régime du maréchal Mobutu, les FAZ étaient devenus plutôt une milice privée au service du maréchal. C'était une armée, toute une armée, mise au service pour la protection d'un individu, d'un clan, d'une famille politique.
plutôt que de la protection de toute la nation. Eh bien, les conséquences n'ont pas tardé. Des jeunes gens en bottes qu'on a appelés Kadoko n'ont pas eu du mal. En 8 mois, ils ont marché plus de 3000 kilomètres de l'Est de la République jusqu'à la capitale de la RDC, Kinshasa, pour débouter le régime en place. Ça, c'est un des symptômes, le sixième point que nous citions, que nous sommes en train de citer comme conséquence de la richesse abondante de ressources naturelles mal gérées, disons, qui ne s'appuie pas sur une politique de bonne gouvernance. Et au niveau de l'international, nous pouvons comparer à côté du maréchal Mobutu d'autres qui ont fait les mêmes erreurs. Nous citerons Saddam Hussein qui a transformé une armée nationale en une unité de protection présidentielle presque privée, et l'invasion américaine n'en a fait qu'une bouchée, parce que quand l'armée perd sa nature de défense nationale pour devenir une milice privée, elle perd aussi énormément en compétences, en qualité pour pouvoir défendre l'État. Et nous parlerons aussi en point 7 de conflits internes et conflits, les rébellions, les coups d'État, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Comment voulez-vous comprendre que ça fait plus de 20 ans que l'Est est embrasé? Nous avons plus de 200 groupes armés qui ont opéré à l'Est de la République démocratique du Congo. Aucun de ces groupes n'a même fait semblant de nous donner un leitmotiv idéologique ou politique. Ils nous ont jamais dit qu'ils sont en train de faire la guerre, ils sont en train de faire des rébellions parce qu'ils veulent débouter le pouvoir en place pour cause de ceci ou de cela. Il n'y a pas de raison politique, il n'y a pas de raison idéologique derrière, c'est tout simplement une raison dont ils ne disent pas, dont nous connaissons tous. Ils sont là pour faire le commerce, ils sont là pour les ressources naturelles. Donc c'était ça, la première partie, nous avons parlé des effets pervers de la richesse, l'abondance en ressources naturelles sur la politique interne d'une nation. Sur cette deuxième partie, nous parlerons de la corruption comme conséquence, une des conséquences d'une richesse abondante en ressources naturelles dans un pays. Et nous resterons sur le cas de la RDC. Pour faute de temps, nous ne pourrons pas parler de tous les pays du monde. Nous parlerons de la RDC principalement ici. Donc nous parlerons de la corruption dans les secteurs extractifs. Et selon Transparency International, la RDC occupe la 170e place sur 180 pays au monde sur l'indice de perception de la corruption en 2020. Nous ne parlons pas d'un événement lointain, nous parlons de 2020, il y a une année. Nous partageons ce score avec des pays tels que l'Haïti et la Corée du Nord. Donc nous occupons la 170e place, et en 169e place, c'est l'Haïti, et en 171e place, c'est la Corée du Nord. Vous voyez dans quel tas on nous place, vous voyez dans quel tas. Nous parlons ici de l'indice de perception de la corruption au monde. Donc ça veut dire que c'est parmi les premiers indices quand un businessman, quand un investisseur veut se lancer dans le secteur extractif en RDC, c'est un peu le tableau de bord. C'est là où il irait chercher pour voir dans quoi est-ce qu'il va mettre son argent, dans quelle galère il se met, comme on dit. Et donc, tout cela est lié à ce que nous disons sur la première partie. L'homme congolais n'est pas, on ne dirait pas ici que l'homme congolais est un homme fait pour la corruption, mais c'est la présence en abondance de ressources naturelles sur nos sols qui rendent notre façon d'agir, qui rend le politicien, le citoyen congolais prompt à la corruption, malheureusement. C'est-à-dire que sur la RDC, comme je disais, un investisseur qui veut venir investir dans le secteur extractif regarderait ces paramètres. Mais ça ne veut pas dire que le pays ne connaîtrait jamais d'investissement. Le pays attire des investisseurs, mais qui sont prédisposés. C'est comme quelqu'un qui s'apprête à aller nager dans une rivière remplie de crocodiles. Quand
qu'une personne se plonge dans une rivière remplie de crocodiles, il faut se dire qu'il a pris ses prédispositions. Peut-être qu'il porte un scaphandre en acier. Ce sont ces genres d'investisseurs que nous attirons malheureusement et nous parlerons de ça un peu plus loin ici. Donc la corruption est endémique. La corruption est généralisée dans les secteurs extractifs en RDC. Si on se base sur l'indice de perception de la corruption que Transparency International met à la disposition du monde économique chaque année. Historiquement, la République démocratique du Congo a connu des violences et de nombreux abus de pouvoir. Nous avons connu des guerres civiles prolongées associées à la mauvaise gouvernance et ça continue jusqu'à l'heure. Nous pouvons le nier. L'Est de la République nous le rappelle. Chaque jour, nous déplorons, nous comptons des déplacements, nous comptons des morts et nous parlons même en termes de millions. On dit qu'il paraît que nous avons perdu jusqu'à 6 millions de morts de conflits qui ont commencé en 2006 jusqu'à l'heure. Plus de 6 millions de morts. Et ces groupes armés fragilisent l'État, fragilisent la capacité de nos institutions à travailler pour le bien-être de la population. Notre pays est classé parmi les pays les plus pauvres au monde alors que nous possédons une richesse abondante en ressources naturelles. Et une des raisons qui fait que la pauvreté perdure là où tout est fait, là où tout devait être fait pour que le pays soit classé parmi les pays les plus riches du monde, un des plus grands facteurs de freinage, c'est la corruption. Malheureusement, nous parlons de la corruption ici. En dépit de nos richesses minérales considérables, l'extraction de ressources naturelles est toujours associée à la corruption généralisée, malheureusement en République démocratique du Congo. Et cela va jusqu'à entraîner de la violence, l'insécurité et parfois même le mécontentement de la population. Donc ici, nous pouvons clairement comprendre que le rôle de ressources naturelles dans les conflits du pays sont évidents. Nous avons tantôt cité l'exemple de ce qui motive les rébellions ou le groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, où aucun d'entre eux ne prétend à de velléités politiques ou idéologiques. Ce sont des belligérants, une nouvelle forme de belligérance politique sans revendication politique. On tue, on massacre, on pille sans dire pourquoi. Tout simplement parce que les raisons sont dans les sous-sols. Les raisons sont nombreuses. C'est le coltan, c'est le manganèse, c'est le diamant, c'est notamment l'or à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme nous le disions, la corruption, c'est le premier frein de développement de la République démocratique du Congo. Et cette corruption est directement liée à la présence abondante de ressources naturelles dans notre sous-sol et comment nous maîtrisons, comment nous gérons nos ressources naturelles. En parlant de la corruption, nous ne ferons pas justice à la vérité si nous ne citons pas le cas de la militarisation des exploitations de sites miniers dans notre République. Et cette corruption touche même l'armée nationale. Les hauts gradés, les généraux qu'on envoie dans les zones militaires où il y a une abondance en ressources naturelles, deviennent très vite des millionnaires. Nous avons des généraux qui se font chanter tango fort, tango ceci, tango bêta, tango alpha. Nous connaissons les généraux qui se font chanter par les musiciens. Nous connaissons des généraux qui construisent à tour de bras les immeubles ici et là dans la capitale, alors que l'armée n'est pas une belle opportunité pour s'enrichir, pour devenir millionnaire en République démocratique du Congo. Nous savons quel genre de salaire ils obtiennent de l'État congolais, mais
Pourquoi ne sommes-nous pas choqués de voir des gens, ces généraux devenir des millionnaires aussi vite, aussitôt qu'on les envoie dans les zones de conflits militaires? Eh bien, c'est parce qu'il y a une certaine militarisation de l'exploitation de matières premières. Ces généraux deviennent ils mettent en place des milices à leur service qui exploitent les matières premières, ou soit ils obtiennent de commissions, ils obtiennent de pourcentages quand ce ne sont pas les rebelles ou bien des gens venus d'ailleurs qui exploitent nos matières premières, malheureusement. Donc, il fallait bien citer ce fait. Et nous ne sommes pas ici en train de jeter l'eau sale et le bébé et l'eau du bain. Nous ne jetons pas l'opprobre sur notre armée, mais ici est de dire que la corruption a atteint des degrés insoupçonnables et malheureusement qui n'honorent pas nos porteurs d'armes, nos vaillants défenseurs de la République qui sont nos soldats de la FARDC. Il y a aussi un phénomène qui caractérise la corruption dans le secteur extractif en RDC. Il s'agit de la création des entreprises communes dont les politiciens sont qui sont des actionnaires majoritaires ou minoritaires. Nous avons connu des scandales, notamment cités dans les affaires internationales comme Pandora Papers, le Panama Papers. Nous avons connu tout un clan, des gens proches du président de la République, Joseph Kabila, Katumba Mwanke, Albert Yuma, à travers des intermédiaires, des gens comme Dan Gettler, qui sont devenus du jour au lendemain de multimillionnaires en dollars américains, tout simplement parce qu'ils ont utilisé de leur position politique, l'élite politique, pour créer des entreprises, des sociétés écrans pour masquer le pillage de ressources naturelles. Parlons ici du cas Gécamine, dont vous verrez quelqu'un comme Aber Yuma, qui en était le directeur général, qui prend la décision de céder quelques droits d'exploitation, quelques sites carrés miniers aux entreprises privées par rente ou par, ce qui est dire par location ou par vente carrément. Mais ce qui est étonnant, les entreprises qui achètent ces droits cédés par nos entreprises publiques appartiennent aux acteurs publics. C'est comme ça que les gens comme Albert Yuma et Kantumba Mwanke sont devenus de millionnaires. Et c'est quelque chose dont il faut dénoncer, c'est quelque chose dont il faut faire en sorte que ça ne puisse pas se poursuivre dans l'avenir. Les rumeurs parlent de même tendance qui continuerait sous le mandat actuel du président Félix-Antoine Tshisekedi. Les rumeurs de la rue citent ses frères dans les mines au Lualaba, dans les mines au Katanga. Nous ne confirmons rien ici, mais nous ne serons pas étonnés parce que c'est de ça que nous parlons ici, de la corruption dans le secteur extractif, dans un pays riche en minerais comme la RDC. Mais il y a aussi un autre phénomène, ce qui est un phénomène de contrebande. Ça veut dire, nous savons tous ici ce que c'est que la contrebande. Ce sont des groupes, des groupes de gens qui exploitent les richesses et qui les sortent sous les canaux non officiels. L'État congolais perd énormément d'argent dans ce phénomène de contrebande de nos minéraux. On parle de raffineries d'or, on parle de raffineries de coltan au Rwanda qui n'ont rien à voir avec la quantité de ce minerai exploitable au Rwanda. Et on se demande d'où est-ce que ça vient. Ça ne tombe pas du ciel, c'est un système de contrebande mis en place qui fait échapper de millions de dollars au trésor public congolais et qui ramène les minerais dans les pays voisins. Il y a un rapport en 2006, un rapport de International Crisis Group a estimé que les diamants d'une valeur d'environ de 80 millions de dollars sortiraient de la RDC chaque année
sous les vestes des gens en contrebande, sans être déclarés, sans que la RDC puisse en récupérer quoi que ce soit. Nous parlons ici de mines artisanales, des mines qui ne sont pas contrôlées par l'État, des mines qui de fois appartiennent aux factions rebelles à l'est de la RDC, au centre du pays, dans les Kasaï et un peu plus partout. Ce phénomène de mines artisanales nous ne disons pas que tous les mines artisanales sont quelque chose à condamner, parce que la population locale a le droit de jouir aussi de richesses de la région. Nous parlons ici de mines artisanales sous la direction des gens venus d'ailleurs, sous la direction de forces rebelles. Par exemple, cette organisation des contrebandiers qui prennent le coltan, le manganèse et d'autres minéraux de la RDC qui les exportent en contrebande dans les camions. On a même cité des cas où des camions de Nations Unies ont été utilisés pour rapporter, pour faire sortir les minéraux en contrebande de la RDC vers d'autres cieux, vers le Rwanda, en passant par Goma et y être raffiné de manière illégale au Rwanda et produire de la richesse au Rwanda, alors qu'en RDC, cela s'évapore sans laisser des traces sur l'amélioration de la vie sociale, de la vie économique de Congolais. Ces mouvements, ces opérations ne sont possibles que grâce à la complicité de nos officiers qui se transforment en négociants et parfois même des négociants étrangers qui viennent chez nous et qui opèrent. Euh, Récemment, une bande, une cellule opérante dirigée par les Ougandais a été démantelée à l'est de la RDC. Et dans cette bande, on trouvait des femmes qui ravitaillaient en nourriture, en armes, les factions rebelles ou non contrôlées qui exploitaient les richesses chez nous en RDC. Cela date de longtemps et jusqu'à l'heure, ce phénomène continue de perdurer. Donc, la corruption dans les secteurs de mines se concentre essentiellement, et là nous avons parlé d'une corruption qui se fait hors le circuit institutionnel. Parlons maintenant de la corruption institutionnelle. C'est une corruption qui prend forme ou qui s'exerce principalement dans le système de délivrance de licences d'exploitation. Nous avons parlé des gens comme Albert Yuma, comme Katumba Moi, qui est le défunt Katumba Moi, qui n'est plus d'ailleurs, paix à son âme, et toutes nos condoléances à sa famille, puisque nous parlons d'un homme qui n'est plus ici. Ces gens se sont très fortement enrichis dans le processus de délivrance de licences d'exploitation aux compagnies minières. Ça s'est passé hors cadre public. C'était des arrangements en dessous de la table, quelques millions ici. On fermait l'œil, on donnait plus d'étendue de carrés miniers que déclarés sur papier. Et même dans le niveau de l'élaboration et la signature de contrats, très souvent le pays se retrouve lésé parce que les officiels n'ont pas voulu jouer leur rôle pour l'intérêt de la nation. Les officiels ont joué leur rôle pour de gains privés. Donc nous disons, ça prend forme de contrat, ça prend forme ça prend corps, cette corruption prend corps au niveau institutionnel dans la délivrance de licences ou de permis d'exploitation. Et il faudra aussi rajouter à ces phénomènes, une fois la licence octroyée, une fois le contrat signé, il y a les rétrocommissions et les pots de vin qui s'en suivent. Donc ici, nous pouvons dire que la corruption a plusieurs formes. Quelles sont les formes de la corruption? Bon, très souvent, pour corrompre, on utilise des intermédiaires. Un cas notoire considéré ici, c'est Dan Gettler. Il était intermédiaire, il était investisseur, il était lui-même au four au moulin. Et la seule chose qui prouve cela, c'est qu'il faut suivre la direction du dollar. Hein. Le dollar repartait dans
dans ce compte. Panama Paper a très bien illustré ce mécanisme mis en place par Dan Gettler. Donc l'utilisation des intermédiaires au sein des autorités publiques aussi, hein. Nous avons vu une jeune fille de 13 ans qui possédait des carrés miniers, qui était millionnaire, une jeune fille de 13 ans, une jeune fille, la jeune fille de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Elle n'est pas devenue investisseur en matière première à 13 ans. C'est un intermédiaire. C'est une personne qu'on utilise comme un écran pour masquer, pour cacher les intérêts de la maman, de l'oncle ou du papa qui était président à l'époque. Et nous parlons aussi de la participation d'acteurs publics ou leurs membres de famille directs dans les contrats miniers. Mais il y a aussi une autre forme de corruption liée au secteur extractif qui prend forme et qui impacte la politique nationale que nous appelons la kleptocratie. C'est le vol sous le grand jour. On n'a plus besoin de voler derrière les parapluies, on n'a plus besoin de voler comme de vulgaires voleurs. On devient des voleurs en col blanc. Ça veut dire, comme c'est l'élite politique qui met en place les lois, ben, ces gens se mettent à travailler, à élaborer, à faire voter des lois qui rendent légal le vol. Ça veut dire de moins en moins de contrôle, des lois permissives souffrant d'application généralement, hein, mais il y a aussi, cela est possible qu'à travers des facilitateurs. Et c'est dans le rang des facilitateurs, nous comptons les compagnies multinationales, les avocats, les comptables, les agences d'audit nationales et internationales qui sont au courant de ces phénomènes de kleptocratie, euh, l'implication de membres de familles directes, parce qu'ils sont les avocats, sont les comptables, les auditeurs, ils ont en face d'eux des documents qui disent clairement que la petite de 13 ans ne peut pas investir des millions et gagner des millions. On sait tout ce qui est derrière et personne n'ose dire quoi que ce soit. Ce sont ces facilitateurs-là qui rendent possible cette corruption endémique, cette corruption généralisée dans les secteurs extractif en RDC. Parlons maintenant de ressources naturelles et le cadre de gouvernance élargie. Comment l'abondance de ressources naturelles parvient à impacter négativement le cadre de gouvernance élargie. Par gouvernance élargie ou tout simplement par gouvernance, nous devons comprendre que c'est un ensemble de traditions et institutions par lesquelles l'autorité exerce, l'autorité publique exerce son pouvoir sous principalement trois dimensions. Et ici, nous pourrons citer comme dimension d'abord la dimension politique. Cela s'est fait à travers la représentativité et la redevabilité. Donc, pour que les ressources naturelles ne puissent pas impacter négativement les cadres institutionnels dans un État, l'autorité publique doit baser son action sur la représentativité et la redevabilité. Par représentativité, nous savons tous, les dirigeants obtiennent des mandats et ce sont des mandats que leur octroie le peuple à travers les élections. Pas que des élections libres et transparentes. Donc, cette représentativité ça englobe plusieurs critères, ça englobe plusieurs concepts qu'il faudrait respecter. Nous n'allons pas entrer dans cela, ça serait l'objet d'un autre élément. Et à côté de la représentativité, ce que nous comprenons par le pouvoir qui s'octroie à travers les élections, un mandat, des élus, de manière régulière. À côté de cela, il y a la redevabilité. Parce qu'il ne suffit pas que le peuple puisse vous octroyer un mandat, mais il faudrait aussi rendre compte de vos actions de manière régulière tout au long de ces mandats. Pourquoi je fais ça? Nous avons acheté 500 véhicules 4x4 aux députés. Quelle en était l'opportunité? D'où est-ce qu'est venu l'argent? Est-ce que c'était un don ou un prêt? C'est genre de terrain flou que la République connaît en ce moment et la République a toujours connu. C'est parmi les conséquences de,
de la corruption, de la mauvaise gouvernance impactée par la richesse, l'abondance de ressources naturelles. Parce qu'il aurait bien fallu, nous avons bien, quand on fait les calculs, les 500 véhicules 4x4 ont coûté plus de 57 millions de dollars. Il fallait bien que l'argent vienne de quelque part. Et nous savons qu'en République démocratique du Congo, les recettes euh, qui proviennent du secteur extractif représentent entre 80 et 90% de recettes publiques, de recettes nationales. Donc on peut conclure que cet argent est venu de nos mines. C'est de l'argent venu de nos mines, c'est de l'argent mal géré, mal exploité, et ça occasionne ces genres de déviations qui enfreignent la redevabilité, par exemple. Parce qu'un dirigeant soucieux de la redevabilité ne gérerait bien la manne nationale de peur qui puisse être reprochée de quelques forfaits économiques. Mais il y a aussi la capacité de formuler et d'implémenter des politiques capables de produire des services publics. Ça, c'est la deuxième facette d'un cadre de gouvernance publique. Il faudrait que le système politique mis en place puisse produire des effets impactant positivement sur le bien-être de la population. Par bien-être de la population, nous le résumons ici par la délivrance des services publics. Quels sont les services publics? La sécurité, une armée capable de assumer l'intégrité territoriale. Nous avons les transports, nous avons les infrastructures, nous avons l'énergie qui comprend la fourniture d'eau et de l'électricité, nous avons les télécommunications, nous avons tant d'autres services publics, l'aménagement du territoire. Le Congolais a le droit de respirer un air sain quand il est au grand marché de Zando. Il a le droit de respirer un air non pollué, où qu'il soit dans l'étendue de la République. Ça, c'est la deuxième facette d'un cadre institutionnel, un cadre politique sain, ou un cadre politique qui fonctionne de manière à délivrer des services publics, ou tout simplement à produire le bien-être pour la population. Mais il y a aussi l'efficacité de cadres réglementaires et du gouvernement. Parce que tout cela ne peut pas être possible si les cadres réglementaires souffrent de lacunes. L'ensemble de l'arsenal de nos lois et des institutions qui sont là pour veiller, produire et veiller, contrôler sur l'applicabilité légale de nos lois. Nous parlerons de notre système judiciaire, nous parlerons des institutions telles que le Parlement. La République doit être capable de délivrer de services publics. Et dans cette quête de délivrance de services publics, la République doit s'appuyer sur des institutions fortes. Mais ici, nous parlons des effets pervers de l'abondance de ressources naturelles sur la bonne marche de la République. Et parmi ces effets pervers, nous avons cité la corruption. Et cette corruption touche même le cadre de gouvernance. Comme conséquence, nous avons des institutions caporalisées. Nous avons connu très récemment, dernièrement, le chef de l'État à son retour de COP26 à Glasgow, se voir accueillir par tout un train des élus nationaux, nos députés qui ont rempli des bus direction l'aéroport d'Engili comme des vulgaires élèves en costume pour aller accueillir, ce qui n'est pas une mauvaise chose, le président de la République. Mais la forme, comment ça se passe? On met au grand jour, on caporalise au grand jour la deuxième institution qui est le Parlement d'une République. Cela démontre à quel point les institutions sont faibles dans la République. Et nous pouvons lier cela directement à l'abondance de ressources naturelles. Parce que si le député refuse, il sait que son nom ne sera pas sur la prochaine distribution de palissade, hein, et la liste circulera, hein, la liste de présence, 1500 ou 2000 dollars pour le transport, il ne l'aura pas. Et c'est un système de clientélisme qui tire ses racines, malheureusement, de l'abondance de nos ressources naturelles. Mais il faut dire ici
que pour pallier à cela, il sied à ce que nous puissions mettre en place de systèmes, renforcer l'autonomie, l'indépendance de nos institutions. Il faudrait que le gouvernement joue pleinement son rôle d'exécution des programmes nationaux. Il faudrait que le Parlement joue pleinement son rôle de contrôle sur le gouvernement. Nous avons d'autres institutions d'appui à la démocratie dont nous pouvons, et à la bonne gouvernance, nous pouvons citer telles que l'IGF ici, l'Inspection générale des finances. Il faudrait que ces organisations, ces organes puissent jouer pleinement leur rôle pour qu'enfin nous puissions mettre de garde-fous et éviter que nos ressources naturelles, la richesse, l'abondance de nos ressources naturelles nous produisent perpétuellement la pauvreté à travers la corruption, la caporalisation de nos institutions, l'affairisme dans notre armée nationale. Et pour que nous puissions arrêter cette hémorragie et enfin embrasser les développements. L'amélioration de capacités de bonne gouvernance dans un pays et toutes les études socio-économiques sérieuses du monde l'ont prouvé que quand un pays arrive de manière substantielle à améliorer ses capacités de bonne gouvernance, cela impacte directement les performances économiques de ce pays à hauteur, tenez bien, à hauteur de 300%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la RDC, nous mettons du sérieux dans l'élaboration de notre budget, nous mettons du sérieux dans la collecte de nos recettes fiscales et parafiscales, nous mettons du sérieux pour endiguer le phénomène de militarisation de nos sites minières, l'intervention cette barrière floue entre le public et le privé de nos autorités qui, deux fois, deviennent de manière automatique des acteurs économiques dans les régions minières. Si nous mettons fin à toutes ces pratiques, il y aurait un boom de 300% sur les performances économiques de la RDC. Prenons pour exemple, actuellement, nous avons un budget, disons que nous avons un budget de 10 milliards de dollars par année. Et quand vous prenez une croissance de 300% sur 10 milliards de dollars par année, faites le calcul, ça nous fait combien? Ça nous fait combien? Ça nous fait combien? Nous aurons un budget pour la première fois qui pourrait atteindre les 1000 milliards de dollars par année. Si rien que en faisant en sorte que nous puissions gérer nos institutions en se basant sur les principes de bonne gouvernance. Et ça, il nous faut pas attendre les anges pour que nous puissions nous décider à nous lancer dessus. C'est à la portée des institutions congolaises, c'est à la portée de notre président, c'est à la portée du Premier ministre, des instances et organes judiciaires, parlementaires. Et il ne suffit que de la bonne volonté. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Les autres États du monde l'ont fait et pourquoi pas la RDC? Pourquoi pas la RDC? Cela nous permettrait de réduire la mortalité infantile, ça nous permettrait d'améliorer l'éducation, de réduire les inégalités sociales, accroître les investissements domestiques et internationaux. Nous parlons ici de choses qui sont possibles en se basant, en s'appuyant sur les richesses dont nous disposons, du sous-sol, nos richesses, nos ressources naturelles. Ça peut développer un pays, mais ça demande d'abord une bonne gouvernance. Il y a quelque chose que je voudrais que nous sachions ici. Aucun pays au monde ne s'est développé grâce à ses ressources naturelles. Vous pourriez dire, mais qu'est-ce qu'il arrive à Christian? Il se contredit. Non, je ne me contredis pas. Les ressources naturelles ne développent pas un pays. C'est la bonne gouvernance, s'appuyant sur les ressources naturelles, qui développe un pays. Pour preuve, nous en avons pour preuve notre pays. Depuis 61 ans d'indépendance aujourd'hui, nous avons toujours eu cette abondance en diamants, en cobalt, en or et je ne sais quoi d'autre, mais nous n'avons pas réussi à transformer cela en richesse nationale. C'est parce que nous manquons un ingrédient essentiel dans notre sauce, c'est la bonne gouvernance. Je me répète, les richesses nationales ne développent pas un pays. C'est la bonne gouvernance s'appuyant sur les richesses nationales qui développe un pays. Donc,
il nous faudrait adresser des questions de mauvaise gouvernance qui touchent essentiellement l'élite politique, la faiblesse de l'état de droit, la liberté d'expression, les réglementations, nos lois. Sont-ils adaptés? Sont-ils capables de porter la croissance économique en s'appuyant sur nos richesses naturelles, nos ressources naturelles? Parlons maintenant de la transparence et de la redevabilité. Nous avons parlé de la corruption, nous avons parlé de la faiblesse des institutions étatiques, des institutions publiques. Nous avons parlé de la bonne gouvernance, mais il faudrait savoir que la bonne gouvernance, c'est un package. Ça vient avec de sous-titres, ça vient avec des éléments à l'intérieur. Nous pouvons en citer quelques-uns aujourd'hui et le reste, nous le verrons dans un autre élément. Donc, il faudrait comprendre qu'on ne peut pas évoquer une bonne gouvernance dans un pays en passant outre les principes de transparence et de redevabilité. Ça fait même partie du corps, comme on dit en anglais, du cœur, de l'élément central de la bonne gouvernance. Donc, la meilleure façon de lutter contre la corruption, c'est de renforcer la transparence. C'est quoi la transparence? Nous disons il faudrait un système transparent, mais c'est quoi? Nous parlons de quelle transparence ici? Il s'agit d'améliorer les flux des informations fiables, opportunes et pertinentes qui touchent les secteurs économiques, financiers, sociaux et voire même les institutions. Parce que ce sont les institutions, ce sont les représentants des institutions qui signent de contrats. Nous devons exiger une transparence. On signe un contrat, il faudrait que l'on sache quels sont les termes et les conditions de ces contrats. Ça a été signé pour combien, pour quelle durée, à hauteur et le financement est à quelle hauteur et quels sont les bénéficiaires de ce contrat, quels sont les avantages pour la République. Et la compagnie, cette compagnie qui signe, qui va nous construire des routes, cette compagnie qui nous ramène des cartes pour les élèves, le dossier Veridos, existe depuis combien de temps? Quels sont les autres projets majeurs que cette compagnie a déjà eu à mener ailleurs au monde ou sur place en RDC? Ce sont là des principes de transparence et de redevabilité sur lesquels nous devons nous appuyer pour avancer vers les pas de la bonne gouvernance. Donc, les éléments constitutifs d'une bonne politique publique transparente sont comment comprendre, comment se décider face à une politique publique, comment savoir s'il faut estampiller cette politique d'une politique transparente ou non. Il faudrait regarder dans les points ci-après. Il faudrait savoir si les politiques publiques sont capables de délivrer en temps et en heure des informations fiables et pertinentes. Qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous devons comprendre par information fiable et pertinente? Prenons les cas, prenons un exemple, la Banque centrale du Congo qui récemment recevait les droits des tirages à hauteur de, si je me souviens bien, 1,5 milliard de dollars. Et sans dire, sans expliquer au peuple, sans dire le comment et le pourquoi d'un bond vers la croissance du réserve d'échange, on nous bombarde un communiqué. Oh, bravo, félicitations, sous la houlette, sous l'impulsion du président de la République, les réserves d'échange sont passées de autant à 2 milliards ou à 3 milliards de dollars, en omettant de dire d'où venait l'argent, comment cet accroissement a eu lieu. Donc nous parlons ici, il ne suffit pas d'informer, il faut informer en temps et en heure. Il faut donner des informations fiables, ça veut dire vérifiables, ça veut dire véridiques. Parce que en économie, le diable se cache dans les détails. Très souvent, on manipule l'opinion publique en maquillant, en masquant les faits socio-économiques. Mais il faudrait aussi que ces informations soient pertinentes. Il ne suffit pas de balancer des chiffres, un livre de 82 pages rempli de chiffres non cohérentes, inexploitables,
à la société civile, par exemple, sur le contrat chinois, par exemple. L'actuel régime, ne parlons pas de régime, l'actuelle administration, parce que nous sommes dans la continuité de l'État. L'actuelle administration sous l'autorité du président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de renégocier, de revoir les contrats chinois qui ont été signés et qui ont été loués, qui ont été mis sous un piédestal à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila Kabange comme étant un modèle de développement. Mais on se rend compte que les informations qui ont été données, qui ont été mises en place à la disposition de la société civile à l'époque manquait de pertinence. Il y avait des zones d'ombre hasardeuses ou volontaires pour cacher certaines choses. Ça, c'est une autre question. Donc, il faudrait aussi donner entièrement accès à la société civile et les autres composantes de la nation pour qu'ils aient un mot à dire aux informations exploitables de la République. Donc nous avons dit qu'il est très important que le gouvernement et les institutions étatiques adoptent la transparence et la redevabilité dans leur action. Ça veut dire avant d'agir, en amont, pendant l'action et après l'action pour permettre un contrôle. Il est facile de mettre en place une institution que nous appelons l'IGF, qui comprend une centaine d'inspecteurs des finances pour gérer, pour un peu inspecter, pour aller vérifier les opérations financières de toute la République. Une République de plus de 80 millions d'habitants, c'est bien beau, mais il serait encore mieux de faire en sorte que les 80 millions d'habitants de la République deviennent des inspecteurs de finances de manière comment je peux dire, de manière automatique. Ça se fait dans les démocraties, ça se fait dans les États où nous parlons de la bonne gouvernance. Comment cela est possible? Nous ne demandons pas à ce que l'IGF puisse donner du travail à 80 millions de Congolais. Si chaque institution qui engage les deniers publics, qui engage le pouvoir public, qui engage les Congolais, en octroyant des licences, en signant des contrats, si chacune de ces sociétés publiques, chacun de ces organes publics rendait publiques les informations exploitables, cela ferait en sorte que nous puissions avancer vers un État dont l'action est transparente, vers un État dont les acteurs comprennent et agissent en termes de redevabilité. Cela est très important parce que très souvent, ce n'est pas l'absence d'information qui fait défaut. Parfois, l'information est disponible, mais ce sont des informations biaisées, ce sont des informations non exploitables, ce sont des informations suivies d'impunité. On vous donne bien les chiffres. Le ministre de l'Éducation qui dit j'ai besoin de 16 millions de dollars pour payer les agents qui ont surveillé les opérations d'examen d'État dans la République. Il ne vous dit pas comment il va le payer, quels sont leurs comptes bancaires, c'est quoi leur numéro de matricule. Et il vous dit non, je vais leur payer en Maboko Bank, cash, mano à mano. L'information est bien là, il a bien parlé de ces 16 millions, mais c'est suivi d'impunité, c'est suivi de rigueur dans l'application, comment on gère le denier public. Et quand on tombe dans ces genres de phénomènes, nous parlons d'une transparence zombie. C'est une transparence qui est là, mais qui n'est pas là. Ça vous rappelle quelqu'un, non? Salutations à l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun. Nous sommes dans la théorie de deux bonbons ici. C'est une transparence zombie. On donne les informations, mais ce ne sont pas les informations exploitables. Ce sont des informations approximatives et surtout, ce sont des informations qui sont suivies d'impunité. Dans le secteur extractif, la transparence concerne plus la divulgation de contenus de contrats miniers, le paiement. Qu'est-ce que les entreprises privées internationales payent à l'État congolais en termes de dividendes, en termes de impôts sur les bénéfices et les autres paiements parafiscaux? Ça concerne les attributions des licences.
ça concerne les évaluations des impacts sociaux et environnementaux, ça concerne, ici, il faudrait mettre un point d'honneur. La transparence dans les secteurs miniers n'est pas possible si l'État n'est pas capable de savoir, de faire savoir qui sont les propriétaires de ces compagnies et surtout des informations sur les entreprises publiques, les entreprises minières comme la GECAMIN, la MIBA, euh, qui souvent cachent des sociétés écrans. Nous avons parlé du clan d'Albert Yuma, des autres ici. Ils avaient des parcelles d'autorité, des parcelles de, comment je peux dire, de pourcentage dans des sociétés, sous-sociétés qui sortaient de l'éléphant Gécamine qu'on avait coupé en plusieurs morceaux. Les autorités politiques, l'élite politique se cachent derrière les intérêts privés pendant qu'ils exercent des fonctions publiques. Et il faudrait mettre un point d'honneur à ce que la transparence ici puisse faire en sorte que le peuple sache qui fait quoi, qui gagne qui, la compagnie appartient à qui. Donc, pour une transparence effective dans un pays tel que la RDC, nous avons besoin de ce qu'on appelle la troïka de la transparence. C'est quoi la troïka de la transparence? Il s'agit ici de poser trois questions essentielles. La première serait, à qui ça appartient? Sengamin, la compagnie qui avait presque mis l'Amiba à genoux dans les années 2003 au Kasaï. La famine dont on parle aujourd'hui au Kasaï a débuté. Ses racines datent de longtemps, de 2002-2003. Une compagnie qui faisait tourner toute une ville, tout d'un coup, elle tombe en faillite et il y a une autre compagnie privée qui prend le relève, mais que pour des intérêts privés. La Sengamine. Mais à qui appartient la Sengamine? Les enquêtes, un peu plus tard, nous feront savoir que l'ancien président avait des intérêts ou sa famille avait des intérêts là-dedans. Donc, la première question pour comprendre la troïka de la transparence serait de savoir à qui ça appartient. Et la deuxième question serait, qu'est-ce qui lui appartient? Ça veut dire le président, la femme du président, les frères du président, ses neveux, ses nièces, le frère du général, sa concubine, qui tout d'un coup commence à construire, commence à vivre une vie de pacha. Mais qu'est-ce qui lui appartient? D'où est-ce qu'il tire ses revenus? Ce sont la deuxième question de la troïka, de la transparence. Et la troisième question serait combien? Quel est le revenu? C'est Général qui devient président du deuxième plus grand club de football. Ce gouverneur qui devient président du premier ou deuxième club de football du pays, qui dépense énormément pour sa passion. C'est Général qui a des parcs et réserves naturelles de terrains de football, de golf. Mais combien gagne-t-il? Combien gagne un général? Combien gagne un gouverneur? Combien gagne un président de la République? Ici, la question à tout honneur, tout, tout seigneur, tout honneur, renvoyons cette question à notre président de la République. Mais combien gagne-t-il? Combien gagne le président de la République? Il paraît qu'il ne sait pas combien il gagne. Et là, le président vient de pêcher sur notre troisième pilier de la troïka de la transparence. Combien gagne-t-il? Qu'est-ce qui lui appartient? À qui ça appartient? Mais il y a aussi, il faudrait savoir ici, à part la troïka de la transparence, il y a des personnes qu'on appelle des personnes politiquement exposées. L'homme politique est rusé. Deux fois, ces millions de dollars ne sont pas à son nom, mais au nom de sa jeune fille qui n'a que 13 ans. Il faudrait extendre cette démarche de la troïka de la transparence jusqu'à inclure les personnes, les membres de famille directe des personnes politiques. On les appelle les personnes politiquement exposées. Il y a un point essentiel qu'il faudrait soulever ici, sans pour lequel on ne peut pas conclure ce chapitre de la corruption et la faiblesse de gouvernance liée à la richesse abondante de ressources naturelles. Il y a un phénomène qu'on appelle l'accaparation par l'élite.
Ça veut dire un petit groupe d'individus qui bénéficient d'une vaste majorité de ressources de l'État au détriment de la plus grande majorité des citoyens. Donc ça veut dire une seule politique totalement transparente, accompagnée de l'impunité, présente accompagnée de, comment je peux dire, il faudrait mettre une politique nationale qui sanctionne les méfaits, la corruption. Ça veut dire une politique basée qui se fonde sur les valeurs qui ne favorisent pas l'impunité. Parce que cette accaparation de l'élite n'est possible que parce que la récidive est suivie de aucune conséquence. Si les hommes politiques commençaient à craindre de voler, si même pour voler, ils se gênaient à construire des grandes maisons, par crainte que l'on demande mais combien il gagne, qu'est-ce qui lui appartient, la corruption baisserait. Mais c'est parce que l'impunité accompagne l'action publique. C'est pour cela le pays touche un peu, touche le fond. Et nous sommes en train de nous compter parmi les pays potentiellement riches, alors qu'en réalité, nous restons et nous demeurons dans la pauvreté. Chers amis de l'Université populaire, c'était donc là notre élément sur les effets pervers d'une richesse ou bien d'une présence abondante de ressources naturelles sur l'économie, la politique économique d'un pays et de manière plus élargie sur la gouvernance, le cadre réglementaire et de gouvernance d'un pays. Nous avons cité les cas de corruption dans les régions minières, l'affairisme dans l'armée, le clientélisme, l'impunité. Nous avons parlé de la transparence qui est un des piliers de la bonne gouvernance, sans lequel l'impunité poursuit son bonhomme de chemin et nos richesses demeurent de potentiel. Nos richesses se font accaparer par l'élite politique qui, à travers un système clientéliste, fait en sorte que ces richesses profitent à certains au lieu de profiter à tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne. Ce sera votre manière de nous soutenir, de nous encourager à continuer de produire ces genres d'éléments. Nous le faisons pour l'amour du pays. Nous le faisons en espérant jeter notre petite pierre dans l'état qu'il faut pour construire une nation grande telle que la RDC. Et cette tâche nous incombe à nous tous, à vous qui nous suivez, à nous qui intervenons à travers ces genres d'éléments. La manière pour vous de nous encourager serait de vous abonner sur cette chaîne Université Populaire. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, laissez-nous vos réactions pour nous permettre de nous améliorer dans les prochains éléments. Nous comptons vous revoir parmi nous comme un de nos abonnés pour faire partie de cette communauté du savoir, cette communauté de l'excellence que nous voulons pousser pour un Congo meilleur. Merci beaucoup et on se voit la prochaine fois. C'était Christian Niamabo, Université Populaire. Au revoir.